Madame, Monsieur, bonsoir. Rabat accueille cette semaine une conférence internationale inédite consacrée aux victimes africaines du terrorisme. Un sujet longtemps marginalisé alors même que le Sahel traverse l'une des crises les plus violentes de son histoire récente. Une rencontre majeure organisée conjointement entre le ministère des Affaires étrangères et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine, Nasser Bourita, lance un appel fort: bâtir une approche africaine solidaire, ambitieuse et unifiée face à une menace devenue endémique. Car les faits sont là. L'Afrique est aujourd'hui la région la plus touchée par le terrorisme. Dans le Sahel, les attaques se multiplient, les groupes armés étendent leur emprise et des millions de civils sont déplacés, les écoles ferment et le tissu social se dédite. Les États se retrouvent fragilisés par la pression simultanée des groupes armés, du crime organisé, des trafics transfrontaliers en tout genre. Et surtout, les stratégies sécuritaires classiques ne suffisent plus. Pour sa part, l'agence de l'ONU chargée de lutter contre la criminalité internationale insiste dans un récent rapport sur l'impératif d'un modèle centré sur les victimes. C'est précisément l'esprit de cette conférence, à savoir transformer les victimes en acteurs stratégiques capables de contribuer à des politiques africaines plus humaines, plus efficaces surtout, et réellement ancrées dans les réalités locales du terrain. Cette vision est en droite ligne avec celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, fondée sur 3 piliers majeurs. 1. La vigilance sécuritaire. 2. Le développement socio-économique. Et 3. Un modèle religieux de modération reconnu d'ailleurs à l'échelle africaine. Alors ce soir, nous posons une question fondamentale. Quelles sont les méthodes pour que le Sahel puisse reconstruire sa sécurité en plaçant enfin les victimes au cœur des réponses? Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Questions d'actu la représentante du Conseil national des victimes du Mali, Madame Sawadogo Djelika Dambeli. Bonsoir, bienvenue à vous sur ce plateau, Madame. Merci à vous. Et du Niger, nous avons ici avec nous le directeur exécutif du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, Abou Zaidi Sanoussi Abdelaziz. Bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir, c'est un plaisir. Partagez. Merci de répondre à notre invitation. Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'affaires sécuritaires sans la présence de notre unique expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Un plaisir renouvelé de vous accueillir sur ce plateau. Bonsoir madame, plaisir partagé et bonjour à nos invités du Mali et du Niger. Merci. Bonjour. Alors justement, vous êtes à Rabat, vous avez donc participé à cette première conférence sur les victimes africaines du terrorisme. Que retenez-vous de cette participation? Je commencerai par vous, Madame Dambeli. Merci bien. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler sur votre chaîne. Et par rapport à la conférence de ce matin, je retiens vraiment les récits des victimes présentes dans la salle. C'était vraiment émouvant. Et également l'adoption de la déclaration de Rabat. Vous savez, on a beaucoup entendu parler de cette déclaration dans nos pays, mais voir que ça va être adopté à notre présence, c'est vraiment une chance pour nous et une chance pour surtout les pays du Sahel. Donc je pense qu'avec cette déclaration, les pays du Sahel vont commencer à souffler un autre air par rapport à la lutte contre le terrorisme. Nous allons justement revenir à cette déclaration de Rabat avec sur les chapitres essentiels. Mais d'abord, je vous poserai la même question, M. Abdelaziz, un retour sur l'expérience de votre participation à cette conférence. Quel est le moment qui vous a le plus marqué? Merci beaucoup. Merci à Midi TV pour l'opportunité. J'avoue que c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce grand événement. Cet événement, il est inédit parce que dans la plupart des cas, c'est des mobilisations qui sont constatées contre le terrorisme, contre tel ceci, contre cela. Jamais ou rarement des événements sont pensés pour placer les victimes au cœur de la réflexion. Et je pense que c'est le lieu de féliciter le Royaume du Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme pour cette initiative, mais également pour les résultats attendus de cette conférence. Ce qui est particulièrement marquant dans l'organisation de cet événement, c'est que
la première fois, on donne la parole ou bien on remet en réflexion le rôle que les victimes doivent jouer et on écoute les souffrances des victimes, on analyse les difficultés que les différents pays traversent et les populations victimes, ce qu'elles vivent, et pour pouvoir dessiner des perspectives. Et ces perspectives, naturellement, ont abouti vraiment à quelque chose de très important qui est la déclaration. L'autre aspect, c'est la capacité du Maroc à fédérer et à mobiliser les acteurs internationaux, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les pays victimes de l'insécurité ou les puissances et les partenaires au développement pour participer à cette session. Je pense que vraiment, à travers cette participation, j'ai noté particulièrement vraiment le leadership du Maroc. Pas seulement en termes de prévention, mais en tant qu'acteur majeur qui peut mobiliser le monde entier autour de cette thématique. Et moi, je suis très content et j'ai plaidé ce matin pour que le Maroc continue à mobiliser les autres acteurs pour avoir une coalition internationale de soutien aux victimes du terrorisme. De la même manière, vous jouez un rôle important et vous avez un rôle stratégique dans la coalition contre Daesh. Et je pense que c'est une occasion aussi de mettre ça en valeur pour avoir une mobilisation internationale pour soutenir les victimes du terrorisme et surtout que les victimes du terrorisme ne soient pas perçues comme la seule personne blessée, mais plutôt la victime au sens large. Exact. Alors justement, cette déclaration de Rabat est un véritable engagement africain en faveur de ces victimes et surtout, et c'est une première, colonel Hassan Saoud, qu'on place les victimes au centre de l'action. Peut-être un retour sur des points clés de cette déclaration de Rabat à l'issue de la première conférence sur les victimes africaines du terrorisme. D'abord, je remercie notre ami nigérien sur tout ce qu'il a dit à l'endroit de notre pays, à juste titre. Et le Maroc est au centre de la lutte antiterroriste, que ce soit à l'échelon africain ou à l'échelon international. Il faut rappeler aussi que quand même, il y a un forum international contre le terrorisme et il y a une journée internationale des victimes qui existe depuis un bon bout de temps. Et c'est dans cette perspective que le Maroc organise cet événement important parce qu'il a fallu, sur la proposition du ministère des Affaires étrangères, créer des mécanismes institutionnels et adaptés spécifiquement au contexte africain afin de répondre aux besoins concrets des victimes et de leur communauté. Je l'ai cité. C'est une solution africaine aux problèmes africains à l'endroit des victimes. La preuve, c'est qu'on a entendu, écouté ces victimes qui se sont exprimées. On entend rarement, justement, les victimes s'exprimer lors de rencontres comme ça, de haut niveau, parce que c'est une rencontre ministérielle, il faut le rappeler, avec bien sûr des institutions internationales, notamment onusiennes. Absolument. C'est une posture inclusive. Voilà. Les victimes, ce sont elles qui détiennent la réalité des faits, et quand elles les mettent à la disposition du public, on sent la réalité de ce qu'ils ont passé. Maintenant, les victimes, on peut élargir. Il y a les blessés, il y a leur petite famille, il y a leur communauté. Mais de mon point de vue, qu'en est-il des déplacés forcés qui sont une conséquence directe et qui subissent les mêmes traumatismes avec en plus le déracinement de son territoire. On est aujourd'hui à 47 millions en Afrique de gens déplacés, forcés, sans territoire. Et c'est des victimes collatérales du terrorisme, mais on a besoin aussi de s'en occuper parce que les traumatismes sont les mêmes. Quand vous êtes déraciné ou quand vous êtes blessé, c'est toujours les mêmes sensations et dont il faut s'occuper psychologiquement, socialement
et dans un but de réinsertion sociale pour qu'ils deviennent utiles. Les stratégies classiques, colonel Saoud, ont-elles montré leurs limites? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se tourne justement vers l'humain. Il y a le sécuritaire, certes. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Comment expliquer? Avant de parler des victimes, et nous avons avec nous la représentante du Conseil national des victimes du terrorisme du Mali, comment expliquer cette expansion métastasique continue des groupes armés dans les zones pourtant militarisées depuis une décennie maintenant, colonel? Vous avez employé un mot exact qui est tragique. Le terrorisme a métastasé dans cette région. Du Sahel, on en parle en Somalie, au Nigeria. Aujourd'hui, des pays comme le Bénin, le Togo et le Ghana qui sont maritimement atlantiques. Et si ce terrorisme-là qui métastase, comme vous venez de le dire, fait jonction avec la piraterie, ça sera autre chose. Ça, c'est un regard prospectif qui n'engage que moi-même. Il y a des zones grises dans cette partie. Le Sahel est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme. C'est le triangle de la terreur qu'il y a. Et toutes les solutions qu'on a essayé de faire aujourd'hui, développées par la sécurité ou sécurisées par le développement, on n'a malheureusement fait ni l'une ni l'autre. Et l'urgence, il faut s'occuper des victimes. Oui. Mais l'urgence, c'est l'éradication du terrorisme et puis que les attributions régaliennes des États reviennent sur le terrain. Il faut arracher des populations victimes parce que celles qui sont encore enfermées par le terrorisme sont également des victimes qu'il va falloir s'en occuper aussi. L'éradication du terrorisme implique aussi le rôle central des jeunes. On va y revenir. Parce qu'ils sont victimes et c'est les premiers à être enrôlés dans les rangs des groupes terroristes armés. Madame Dambelli, nous sommes aujourd'hui face à une réalité. Nous aimerions d'abord vous entendre. Vous qui vivez cette réalité au quotidien avec ces victimes au Mali, qui sont-elles? Quels sont les sévices que ces victimes ont pu vivre et subir et qu'attendent-elles réellement? Merci bien, madame. Vous savez, comme l'a si bien dit le colonel, les victimes, c'est à tout niveau. Même un accompagnateur de victimes peut être victimisé à cause du traumatisme. Exact. Ces victimes, aujourd'hui, n'attendent que la réparation, la prise en charge par les autorités. Et aujourd'hui, au Mali, nous pouvons dire que les victimes sont au cœur de l'action gouvernementale. Parce que même au niveau du conseil d'administration, des deux structures qui ont été créées après la CVGR, elles sont représentées dans leur conseil d'administration. Donc, ça veut dire que avant cette conférence, qui est la première au niveau du Maroc, le Mali en a passé. Mais c'est le fonds qui manque. Parce que la réparation est déclenchée au niveau du Mali. Le processus est déjà en place. Mais c'est l'opéralisation des fonds par rapport à cette prise en charge des réparations qui fait défaut. D'ailleurs, j'en ai parlé ce matin au niveau de la conférence. C'est un défi majeur à relever. Ces victimes aujourd'hui vivent dans leur chair la douleur. Ils vivent dans la colère, ils vivent dans l'impartialité, ils vivent dans tout, des mots que vous pouvez comprendre. Ces victimes, à un moment donné, ne croyaient plus à rien. Ils pensaient qu'ils étaient délaissés. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'implication du Royaume du Maroc, avec la déclaration qui vient d'être adoptée ce matin, je pense que ça sera vraiment une solution adéquate pour la prise en charge psychosociale vraiment de ces victimes-là. Combien sont-elles? De combien de victimes parlons-nous, Madame Dambelli? Et le nombre exact, aujourd'hui d'ailleurs, c'est même un autre défi au niveau du Mali. J'en ai parlé ce matin. Nous avons des problèmes à centraliser toutes les victimes en général et spécifiquement les victimes du terrorisme. Aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre exact de victimes au Mali. Les gens peuvent donner des chiffres approximatifs, mais il n'y a pas un chiffre exact. Même tout ce que je suis en train de vous parler, vous trouverez qu'il y a une partie du Mali qui est attaquée et il y a une nouvelle victimisation qui est en cours. Donc c'est très très difficile de donner un nombre. Mais le nombre, ce qu'on peut dire par rapport au nombre, croyez qu'aujourd'hui, le Mali est en insécurité, vraiment qu'il faut croire que tous les jours,
un endroit du Mali où une communauté... Quelles sont les zones aujourd'hui qui sont le plus menacées, où la situation est vraiment critique, selon vous, Madame Oui, les zones, vous savez, on parlait du nord, du centre, mais aujourd'hui, nous pouvons parler du sud. Comme vous comprenez avec moi, si vous regardez sur les zones, partout au Mali aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons le terrorisme. Parce qu'au niveau du Mali, le terrorisme, les actions du terrorisme n'ont pas seulement un seul fusil à l'épaule. Partout, ils peuvent penser qu'ils peuvent avoir une action positive sur surtout la communication propagandiste sur la population. Ils en prennent comme leur arme de guerre. Et c'est surtout ça qui fait vraiment le malheur au niveau du Mali. On peut, en regardant souvent les communications de ces terroristes, on pense que c'est tout le Mali qui est engouffré dans le terrorisme. Oui, une grande partie, mais je vous assure, aujourd'hui, nous souffrons au Mali. Le Malien souffre dans sa chair. Je peux dire que leur communication propagandiste est en train de victimiser pratiquement la majeure partie de la population. Et l'État n'est pas resté en marge de cette propagande communicationnelle parce qu'ils sont en train encore de communiquer. Et c'est ce que nous, en tant que les accompagnateurs des victimes, on les a soulignés, qu'il faut communiquer. Quels sont les arguments qu'ils avancent, ces groupes armés, pour justement attirer à eux des populations? Oui, parce que c'est comme l'a si bien dit mon collègue nigérien, quand ils rentrent aujourd'hui dans une ville tout de suite, c'est un exemple frappant qu'il le faut. Je prends un exemple. Ils sont rentrés dans un village au niveau du Mali. Une fois rentrés dans le village, ils ont pris 40 personnes et les égorgé devant le reste de la population. Imaginez ce que ça fait. Est-ce que cette population peut croire à son gouvernement encore? Donc, c'est des actions de propagande comme ça qui font que même les villages d'entourage, les villages d'à côté de ces villages-là sont traumatisés. Donc, c'est le déplacement massif de la population. Oui. Voilà. Donc, ils communiquent également sur les réseaux sociaux, les TikTok, je ne sais pas quoi. Ils mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas facile pour un gouvernement. C'est ce que j'ai dit ce matin. Un seul pays ne peut pas faire face au terrorisme. Aucun pays seul ne peut faire face au terrorisme. Et si nous recherchons la paix, c'est les pays africains qui doivent se mettre les mains dans la main. Et c'est là où je rejoins mon frère pour dire qu'on remercie le Royaume du Maroc par rapport à cette initiative de mettre tout le monde ensemble et de mettre les victimes au cœur de l'action qui se passe ce matin. Alors, merci pour vraiment ce témoignage assez émouvant, et nos cœurs aussi sont avec ces populations qui peut-être sont en train de nous regarder sur Média TV, où nous sommes très suivis dans cette région sahélo-saharienne, dans ces pays de l'Alliance des pays du Sahel. J'aimerais aussi avoir votre retour sur la situation sur le terrain pour le Niger, M. Abdelaziz. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'en écoutant ce que disait Mme Dambédi, il y a des points communs? Est-ce que vous reconnaissez aussi certains éléments, certains ingrédients du modus operandi des groupes terroristes au Niger? Merci beaucoup. Bon, à propos de cette question, avant de répondre, je pense que je voudrais faire un commentaire sur pourquoi le groupe terroriste se métastase au Sahel. Oui. Et il y a plusieurs raisons. Donc, entre autres, ils exploitent l'ignorance et la vulnérabilité des communautés. Il y a des communautés dont la vulnérabilité et l'ignorance est exploitée pour pouvoir alimenter, jouer le rôle un peu par les terroristes. Il y a l'instrumentalisation. Ils instrumentalisent des conflits ou bien des incompréhensions communautaires pour pouvoir créer des conflits communautaires et laisser la population elle-même faire le sale boulot à leur place. Vous avez souvent des cas où ils font semblant d'être de tels groupes ou de telles catégories d'acteurs pour pouvoir amener ces acteurs-là à jouer leur rôle. Et pour le cas du Niger, par exemple, il y a des cas où ils ont essayé de faire des tris et tuer des personnes sur la base de leur appartenance.
au groupe ethnique. Donc vous voyez, à travers ça, ils veulent que les autres groupes aussi, par exemple ceux qui sont victimes, ils essaient de s'abattre sur, d'agresser les autres groupes, ainsi de suite, pour pouvoir créer un conflit intercommunautaire. Donc là, c'est à la population elle-même de faire de s'entertuer et de ce. L'autre aspect, ils exploitent les sentiments d'injustice et d'insécurité et de peur qui est installé. Parce que... Comment ils exploitent ça? Comment ils instrumentalisent cela? Ils exploitent les sentiments d'injustice en venant pour dire aux gens que non, en fait, vous, en réalité, vous qui êtes dans cette situation, c'est parce que le gouvernement central ne veut pas que vous sortez de cette situation. Vous êtes victime de l'injustice, les autres sont privilégiés, ainsi de suite. Ils les amènent à les embarquer avec eux pour leur dire non, nous sommes là pour pouvoir vous protéger, pour vous montrer vos droits. Vous devrez vous défendre pour et c'est avec nous que vous pouvez vous dire. Donc, ils exploitent ces failles-là. Et maintenant, ils exploitent aussi les considérations religieuses. Le Niger est à plus de 95% constitué de musulmans. Donc, on vient pour prêcher, pour dire non, ce qu'on fait, on le fait au nom de Dieu. Et on amène des versets, on lit des versets à des gens qui n'ont pas vraiment maîtrisé en profondeur l'essence du Coran, mais qui se réclament de l'islam. Et ces failles-là sont exploitées pour pouvoir les amener, pour dire que non, si vous le faites, et que même si vous mourrez, vous irez au paradis. Et vous voyez, quel musulman ne veut pas aller au paradis? Mais ça, c'est le recrutement. Ça, c'est le recrutement. Et notamment au niveau des jeunes. Mais comment opposer un récit mobilisateur, c'est-à-dire opposant à ce narratif avancé par les terroristes? Oui, je suis en train de vous expliquer pourquoi ça se métastase. Oui, donc, c'est pourquoi je suis en train de vous donner ces éléments qui leur permettent de recruter. Une faiblesse d'un contre-discours pertinent. Voilà. C'est pour ça que je l'ai interpellé là-dessus, parce que vous représentez les jeunes. Oui. Vous êtes directeur exécutif du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne. Donc il y a un moment où peut-être vous, la société civile, peut-être l'État aussi, a failli à sa mission de sauver ces jeunes avant même qu'ils ne soient recrutés, pour que le terreau ne soit pas aussi fertile qu'il l'est aujourd'hui au groupe terroriste. Bien entendu, je reviendrai aussi sur les initiatives qui sont portées, que ce soit par les jeunes, que ce soit par l'État, en matière de contre-discours pour pouvoir un peu limiter cela. Oui, bien sûr. Parce que vous avez, en fait, c'était quelque chose, les gens, ils avaient travaillé en sourdine pour pouvoir mobiliser des acteurs. Et quand il a fallu qu'ils se sentent puissants pour pouvoir se manifester. Vous voyez? Donc, c'est sur cette base-là, donc il faudrait rattraper. En termes de contre-discours qui sont développés, il y a vraiment plusieurs initiatives. Il y a des initiatives institutionnelles. Le gouvernement a développé des initiatives telles qu'il y avait eu une politique nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, qui a été adopté et qui est mis en œuvre pour prévenir la radicalisation. Il y a une institution qui s'appelle la Haute Autorité à la consolidation de la paix, qui institue des dialogues communautaires pour casser les discours qui est en train de se développer pour délégitimer l'État. Il y a des dialogues et des tribunes communautaires qui sont organisées pour expliquer à la population leurs droits, leurs devoirs ainsi que leurs responsabilités dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent. Et en tant qu'organisation, nous menons, en tant que Mojedec, nous menons des activités de sensibilisation, d'information, de mobilisation et même d'insertion, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, pour pouvoir prévenir leur radicalisation et pour faciliter leur autonomisation. Est-ce que la jeunesse croit aujourd'hui en ces institutions? Là, vous savez, il y a un discours qui a été développé pour discréditer les institutions. Maintenant, tout le travail qui est en train de se faire, c'est de rattraper. Malheureusement,
les États n'ont pas rapidement anticipé sur ce phénomène. Nous sommes dans un processus où nous cherchons à rattraper pour expliquer aux gens que non, ce qui vous a été vendu comme information, ce qu'on vous a donné comme information pour vous mobiliser, en réalité, ce n'est pas ça. Je vous donne des exemples. Des cas pour le Niger. Vous avez des localités où les groupes terroristes, quand ils viennent, ils disent aux populations, on ne vous touche pas. Vous ne regardez pas. Maintenant, on ne regarde tout ce que vous faites là, vos services sociaux de base, on s'en fout. Notre ennemi, c'est les forces de défense et de sécurité. Maintenant, donc la population souvent collabore dans un premier temps et ils chassent, ils attaquent les forces de défense et de sécurité. Une fois qu'ils voient que les forces de défense et de sécurité ne sont pas là, ils commencent à attaquer les services publics, donc les hôpitaux, les écoles, et ainsi de suite. S'ils finissent avec ça, ils commencent à attaquer les populations elles-mêmes. Et avec les prélèvements des dîmes, et ainsi de suite, et voilà, et jusqu'à commencer à tuer les populations. Donc, il y a vraiment tous ces faits. Mais contre tout cela, il y a des actions fortes qui sont engagées. Par exemple, pour le cas du Niger, il y a des initiatives de DDR. Il y a une coordination nationale pour cela, pour le programme de DDR qui est mis en place pour récupérer ceux qui souhaitent abandonner le terrorisme et venir vraiment contribuer à l'effort de construction nationale. Au-delà de ça, il y a également des initiatives des organisations, des ONG telles que les nôtres et plusieurs autres organisations qui conduisent des campagnes de sensibilisation, d'information, de mobilisation pour que vraiment les différents acteurs participent à Est-ce que le Mali, plutôt le Niger pourra y arriver, parce que Mme Dambelli a évoqué tout à l'heure qu'un seul pays seul ne pourra pas faire face seul à ce cancer, parce qu'on parle de métastase, colonel Hassan Saoud. Et surtout, que fait la coopération internationale quand on parle de ces réalités du terrain, vraiment là, dans ces petites localités, dans ces communautés reculées, pas proches vraiment de la capitale, comment la coopération internationale, régionale, peut aussi prendre la forme de programmes vraiment ciblés sur le terrain, dans ces régions-là, colonel Hassan Saoud. Premièrement, comme vous venez de le dire, le terrorisme est une menace globale. Oui. Elle doit être appréhendée par des stratégies globales et des acteurs globaux. Mais il faut institutionnaliser cela, Hassan Saoud. Tout le monde le dit, oui. tout le monde... Mais comment? Il faut passer à l'action. Voilà, c'est ça. Mais quel est le problème là, en réalité? Vous savez, la sécurité, c'est comme la nature. Elle n'aime pas le vide. Et une population... Une fois que vous l'avez abandonné, ce qu'on fait à celui qui est à côté. Je ne dis pas que c'est légitime, mais c'est une réalité. Tant que ces gens-là, ils payent en plus des dîmes, ils payent des taxes en contrepartie de la sécurité. De leur sécurité. C'est ça le problème. Et le terrorisme, et c'est vrai, il se nourrit la conflictualité et la pourrit en même temps. Oui. Et c'est ça le drame. Vous savez, moi j'ai eu la chance de faire ces pays-là, une bonne dizaine de pays. Tant que la conflictualité existe, il y a une exacerbation, parce que c'est dans cet interstice que le terrorisme fonctionne bien. Oui, mais il se nourrit de quoi? Comment sont-ils financés, ces groupes là, nous y arrivons. C'est le nerf de la guerre, qu'on parle. Oui, il faut parler de cela. Oui. C'est là où on peut attaquer peut-être oui, aussi. Madame. Et c'est là où la gouvernance marche mal dans certains pays d'Afrique. On n'arrive pas à assécher les avoirs criminels du terrorisme. Et sans patriotisme, le Maroc a réussi à déceler les blanchiments et la confiscation. Je pense qu'il faudrait s'en inspirer. Et je pense qu'il y a aussi des pays partenaires comme les vôtres qui sont venus voir cette expérience, comment elle marche. Tant que le terrorisme a de l'argent,
Oui, mais on a les routes de trafic en tout genre. Oui, mais c'est ça. Il y a des zones grises, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais ça, si vous voulez combattre le terrorisme, de l'anticipation jusqu'à la répression, jusqu'à l'assèchement des avoirs. Il n'y a pas 36 solutions. Et quand les terroristes, aujourd'hui, sont au cœur de certaines richesses, des mines, de l'or, de l'uranium, eh bien, c'est de l'argent de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide sécuritaire. Vous savez que le terrorisme en Afrique, il vend de l'or. Dans les marchés noirs, ils vendent de l'uranium, etc. Et ils le savent, mes collègues du Niger et du Mali. Et ça fait partie des stratégies pertinentes qu'il faut adopter. Il faut assécher leurs avoirs. Bien sûr. Sinon, ça va continuer. Mais encore une fois, il faut que l'État, mais surtout les coalitions, se mettent dans une posture synergique de collaboration et d'adaptation des moyens à la lutte. Je pense qu'on n'arrive pas encore en Afrique à comprendre que la lutte contre le terrorisme, c'est de la contre-insurrection qu'il faut. Et ça, c'est très important. Il faut changer de paradigme. Les armées régulières n'arriveront pas dans l'état actuel des choses. Il va falloir changer de stratégie. Sawadogo, Djelika Djambeli, je vous voyais acquiescer. Est-ce que les mécanismes de réparation actuels sont adaptés aux réalités? Oui, avant de continuer avec les mécanismes de réparation, juste c'est pour dire que rejoindre un peu M. Hassan, c'est M. Hassan. Et vous savez, le malheur des pays africains est qu'on ne s'inspire pas de ce que l'autre a fait. Quand j'entends mon frère parler du système de DDR, je pense qu'en s'inspirant un peu du système de DDR du Mali, je pense que ce n'est pas la solution au terrorisme. Personnellement, en tant qu'actrice sur le terrain. Oui. Parce que ces mêmes éléments intégrés au niveau de l'armée se retournent un autre jour contre le pays même. Donc, si on s'inspire de ce que l'autre a fait hier pour pouvoir mettre des mécanismes en place, je pense que ça peut aller avec les nouveaux mécanismes qu'on veut mettre en place. Oui. Et il est temps, avec vraiment cette petite rencontre d'aujourd'hui, la conférence de Rabat, que les trois pays de l'AES se mettent ensemble sur tous les fronts. C'est vrai que nous avons des armées régaliennes sur le terrain, nous avons des armées communes, nous avons des idées communes, nous avons des intérêts communs, mais il est temps que l'autre sache qu'est-ce que l'autre a fait avant. Depuis 2012, par exemple, lui, il parle d'une structure chez eux qui parle de DDR. Au Mali, c'était avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation, dont j'ai fait 5 ans de passage au niveau de cette commission. Et le système de DDR et autres, là, c'était des mécanismes qui étaient là pour pouvoir quand même dialoguer avec le terrorisme. Et le terrorisme, chaque année, on dirait qu'ils sont là à changer de veste. Ils sont là à changer de veste. Hier, ils s'adaptent. Ils s'adaptent comme un virus. Comme un virus. Ils s'adaptent. Merci. Ils s'adaptent comme un virus. Donc, il est temps vraiment qu'on se met. C'est vrai, sur les papiers, on s'est dit qu'on se met ensemble, mais qu'on s'inspire des actions positives des uns des autres pour pouvoir mieux avancer. Et je pense que cela peut nous faire mieux avancer. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée par rapport aux réparations de mon pays, aujourd'hui, je me dis que ça s'adapte. Ça s'adapte vraiment au contexte du Mali. Mais c'est ce qui fait défaut. Ça, c'est les ressources humaines et les ressources financières. Ça, il faut le dire. Parce que les deux structures qui ont été mises en place pour soutenir les victimes, dans ce cadre-là, notamment l'autorité de gestion des réparations du Mali, communément appelée AGRV, et le centre CEPU Mali, qui s'occupe des commémorations des victimes et autres là, n'ont pas. C'est vrai qu'ils sont opérationnalisés, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et quand, certes, une chose est de créer une structure, mais l'autre chose également, c'est pouvoir le mettre dans les conditions de travail pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont assignées. Et je pense que le Mali aujourd'hui a besoin vraiment d'un accompagnement international, national, pour pouvoir vraiment mettre en œuvre sa politique de réparation. Peut-être pas au niveau des solutions. Je pense que nos solutions devraient être africaines. C'est ça. Il ne faut pas encore avoir du prêt-à-porter étranger. Non. Ce qui s'applique à l'Occident ne s'applique pas. Je suis d'accord avec vous. Sa Majesté, elle a toujours redit l'Afrique aux Africains. L'Afrique doit faire confiance aussi aux Africains. Et je pense que les pays de l'AES ont compris cela. Voilà. Et on le voit dans l'action de leurs leaders, de leurs leaders politiques qui aujourd'hui ne croient que
À eux-mêmes. À eux-mêmes et à ce que peut apporter. Bien et sûr. ils croient aussi en cette unité. J'ai eu, lors de l'EDES, le plaisir et l'extrême honneur d'échanger avec le ministre des Affaires étrangères du Niger et qui a insisté, M. Bakary a insisté sur qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à nous faire confiance. Bien sûr. Encore faut-il que les autres pays soient aussi engagés. Parce qu'ils sont concernés. Vous avez parlé du Bénin, du Ghana. On ne parle pas que du Sahel aujourd'hui. Absolument. Comme le dit Jean Dada chez nous, Oui. tu demandes à quelqu'un de t'aider à porter ton fardeau. Il faut que toi-même tu sois là, prêt à porter le fardeau. Et si toi-même tu n'es pas prêt à porter le fardeau, est-ce que quelqu'un peut t'aider à porter le fardeau? Absolument pas. Personne. Donc, vraiment, il est temps, comme vous l'avez si bien dit, que nous-mêmes nous fassions confiance. Et que, je le répète, je le reviens là-dessus, qu'on s'inspire de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour pouvoir avancer. Exact. Un commentaire, M. Abdelaziz, je vous voyais assez sceptique pendant les interventions de Mme Dambelli de M. Saoud. Non, ce n'est pas que je suis sceptique, mais c'est que je pense qu'elle a oublié certaines choses. Quand on dit que bon, on doit se mettre ensemble, on doit se capitaliser les expériences, ainsi de suite, je pense que l'AES est déjà dans cette perspective. Très bien. Moi, c'est pourquoi j'étais étonné quand elle dit que non. Parce que là, la motivation, la première, elle est sécuritaire pour l'AES. Donc, et vous voyez en combien de temps nos trois pays ont réussi à mettre en place une force conjointe dont la base se trouve à Niamey et qui est constituée de 5000 hommes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, pour moi, sur cette base, je pense qu'on ne peut pas se poser les questions par rapport à comment on appelle ça, à la collaboration entre ces trois pays. Et mieux, souvent dans certaines opérations sur les territoires de l'AES, il y a le Tchad qui vient en appui. Donc ça fait partie des initiatives africaines endogènes qui sont développées et qui sont mises en œuvre. Et pour moi, qui constituent vraiment un capital solide sur lequel, comment on appelle ça, on peut avoir une base. Et l'autre aspect, c'est vrai, les trois pays s'étaient retirés de la CEDEAO. Oui. Si c'était vraiment un mouvement d'ensemble de 15 pays, de 16 pays et tout ça, là, ça allait être mieux. Mais quand même, contentons-nous de ce que nous avons et je pense que c'est déjà une bonne expérience. Est-ce que ça a impacté négativement la lutte contre le terrorisme, le fait que ces pays soient dissociés de cette communauté économique, que la liberté de circuler a été stoppée, notamment des populations, mais aussi des biens? Est-ce que cela a eu un impact? Non, même avec le retrait de la CEDEAO, la liberté de circulation n'a pas encore été impactée. Très bien. Les échanges se font jusque-là régulièrement. Il n'y a pas encore d'obstacles. Il n'y a pas encore de questions de visa. En fait, tout est encore normal, comme si, en termes de mouvement de population, tout ce qui est... Bon, dans tous les cas, nous avons d'autres mécanismes qui nous protègent comment on appelle ça, de potentielles restrictions. Nous sommes dans l'IMOA et c'est pratiquement les mêmes aspects de liberté de circulation des personnes et des biens. Donc je pense que ça, à ce niveau, c'est vraiment quelque chose que juste pour le compléter par rapport à cela, effectivement nous sommes dans l'IMOA, mais il faut reconnaître aussi que c'est vrai qu'on a quitté la CEDEAO, mais il y a un temps aussi qu'ils appliquent leurs sanctions. Et je pense que je parlais aussi des sanctions, merci. Voilà, merci de préciser, Madame Dambelli. Voilà, donc je pense qu'on est dans ce temps-là, et même quand les sanctions vont venir, avec nos trois pays de l'AES, nous avons déjà commencé à mettre des outils en place, notamment le passeport et autres. Donc la libre circulation au niveau des différents pays, je pense que ça ne va pas poser problème. Parce que nos trois pays, les dirigeants de nos trois pays, je pense qu'ils sont en train de travailler à pied d'œuvre par rapport à cette intégration entre les trois pays. Je n'ai pas fini, je veux Bien continuer. sûr, je vous laisse finir. Oui, par rapport à la question, l'autre pan de la question relative à la CEDEAO, pour le cas du Niger, ça avait eu un impact parce qu'avec le coup d'État qui était intervenu, les gels des avoirs de l'État du Niger,
le blocage et l'annonce d'une potentielle attaque, comment on appelle ça, pour pouvoir un peu intervention militaire, en fait, pas attaque, une potentielle intervention militaire qui était sur la table, a vraiment, pour moi, déstabilisé, ne serait-ce que moralement, notre architecture, parce qu'on bloque les avoirs d'un pays qui est dans une situation, parce que je pense qu'il faudrait préciser que de toutes les frontières du Niger, pratiquement les 4, on est frontalier à des pays qui sont en insécurité. Et malgré tout, le pays arrive à tenir debout. Jusque-là, les groupes terroristes n'ont pas occupé des portions de territoire. Et dans cette situation, on ferme, on bloque les avoirs de l'État du Niger et on crée une situation de difficultés financières suite aux sanctions de la CEDEAO. Ça a vraiment un impact. La réponse par rapport à tout cela, il nous reste quelques minutes, dernier tour de table, la réponse, notamment la place des jeunes aujourd'hui en politique pour élaborer aussi des réponses efficientes à ce fléau et les sauver pour ne pas être enrôlés dans ces groupes terroristes, M. Abdelaziz. Merci. Les jeunes ont une place importante dans les cadres des stratégies à développer pour pouvoir endiguer ce phénomène. Et c'est là à plusieurs niveaux. En tant qu'acteurs de changement, parce que les jeunes sont recrutés par des groupes terroristes parce qu'ils sont la force, parce que les jeunes sont recrutés parce qu'ils connaissent les territoires. Donc il y a des jeunes qui sont mobilisés pour vraiment contribuer aux réflexions pour pouvoir anticiper sur cela. L'autre aspect, c'est vraiment le développement d'initiatives, de collaboration pour l'amélioration des liens de confiance et de collaboration entre les forces de sécurité, et les jeunes et les femmes. Parce qu'il y a longtemps, il n'y avait pas vraiment de bons rapports entre FDS et communauté, parce que pour l'histoire, vous savez qu'il y a d'autres qui connaissent, comme le colonel l'avait annoncé, il y a ceux qui ne connaissent les forces de sécurité que pour des cas, pour des actions répressives. Donc, ils se rétractent. Donc, maintenant, avec la question de la situation d'insécurité, Comment voyez-vous le rôle des victimes dans la prévention de la radicalisation auprès des jeunes, justement? Les victimes sont très bien placées, non seulement pour servir d'exemple, mais pour expliquer plus que quiconque. Vous mettez cela en avant au niveau de la société civile? Oui, cela est mis en avant. Le rôle et la responsabilité des jeunes est mise en avant. La responsabilité citoyenne, en tant que citoyen, le rôle que vous avez et le devoir que vous avez de contribuer de manière citoyenne à la sécurité de votre pays, ça c'est un devoir citoyen, mais également en tant que quelqu'un qui doit façonner l'avenir, parce que la jeunesse, c'est le présent et l'avenir. Mais est-ce qu'ils croient encore en cet avenir? C'est là où... il faut les faire croire en cet avenir aussi. Oui, bon, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup des éléments qui permettent de construire l'autre discours qui est mobilisateur pour le terrorisme. Parce que même moi, j'ai l'habitude de dire que même au Sahel, même les médias ont contribué à la prolifération du terrorisme. Parce qu'au début, on raconte que non, ceux qui sont engagés avec le terrorisme, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont plus payés que des fonctionnaires. Cela a mobilisé beaucoup ceux dont la motivation est financière. Il y a d'autres dont la motivation est toute autre. Abou Zaidi, Senoussi Abdelaziz, comment transformer ces paroles, notamment paroles des victimes, en levier de prévention et non en simple témoignage ponctuel? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. Très bien. Les victimes ont vécu des situations et vivent des situations.
Les autres, et c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qui doit inspirer les autres pour s'assurer que il ne faut jamais, parce que on s'engage dans le terrorisme pour pouvoir faire du mal à quiconque qui est son pays. Oui. Merci. Je vais poser la même question à Mme Sawadogo Djelika Dambeli. Quels sont aujourd'hui d'abord les besoins les plus urgents des victimes? Sécurité, réparation, accompagnement psychologique, inclusion économique. Quelle est l'urgence aujourd'hui selon vous? L'urgence, c'est les réparations psychosociales. Parce qu'une personne traumatisée, même si tu veux faire son insertion socio-économique, il va de soi qu'il soit d'abord traité psychologiquement et médicalement pour pouvoir quand même que lui-même il s'assure par rapport à son insertion socio-économique. Mais un malade, ce ne sera pas un malade psychologique ou un malade psychique ou un malade, vraiment ce ne sera pas facile qu'il arrive à son insertion socio-économique. Oui. Ouais. Et le droit à la justice aussi. Et le droit à la justice également. Bon, le droit à la justice, vous savez, nos pays, quand il y a la justice traditionnelle, nous croyons plus à la justice traditionnelle aujourd'hui que la justice classique. Parce qu'elle ne c'est pas quelque chose de facile pour les victimes. C'est un défi à relever. Aujourd'hui, même les dossiers des victimes de violences sexuelles au niveau du Mali sont sur la table, on n'arrive pas à en parler. Donc la justice à ce niveau par rapport aux victimes, c'est vrai que c'est un pan qu'on peut se pencher là-dessus, mais c'est un peu lent. Donc nous croyons plus à la justice traditionnelle qu'à la justice classique. C'est dans cette déclaration justement de Rabat, il y a ce rôle des victimes dans la prévention de la radicalisation, il y a aussi la coopération régionale et internationale, mécanisme de soutien multidimensionnel, ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette coopération qui est vitale pour que ces programmes puissent donner leurs fruits. On l'espère auprès de cette population, colonel Saoud. Une question sur l'architecture saharo-atlantique de sécurité. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à institutionnaliser cela, ce qui inclurait le renseignement, la cybersécurité et aussi la formation? Brièvement. Je pense que ça doit se jouer au niveau continental. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des communautés économiques régionales avec leurs instruments. Est-ce que ça suffit? Non. Oui, mais bon, ce sont des instruments qui peuvent aussi jouer en défaveur des populations, qui n'ont pas besoin de sanctions, alors que la situation économique est compliquée, la situation sécuritaire l'est encore davantage. Il faut sécuriser les populations. Oui. Une population qui est avec vous peut contribuer. Absolument. Mais quand c'est entre les mains des rebelles ou des séparatistes ou des terroristes, c'est un autre mécanisme. Maintenant, oui, les victimes ont droit à la réparation. Mais pour moi, ils ont droit à la réinsertion. Il faut les réhabiliter. Il faut que Est-ce qu'un combattant, un ancien combattant, est une victime? Parce que quand on parle de ces programmes DDR, de désarmement, démobilisation et réintégration de ces ex-combattants, est-ce que ce sont des victimes? Et on a des victimes. Oui. Si vous êtes mineur, vous êtes victime. Si vous avez un déficit de réalisation, vous êtes victime. Et si vous êtes facilement manipulable, comme ça veut dire, vous êtes victime. Mais tout ça a des solutions. Au Maroc, on a réhabilité des anciens terroristes détenus. Comment la société civile, David Romoli, on va finir peut-être avec ça, voit cet exemple du Maroc? Je suis très curieuse de savoir comment c'est perçu. Oui, au Mali, c'est bien perçu. C'est d'ailleurs une des raisons de notre présence aujourd'hui au Maroc. Parce que, comme on l'a si bien dit dans les différents débats, je ne vais pas revenir là-dessus, la position du Maroc face au terrorisme, tout le monde le connaît. Donc, en s'inspirant de cette bonne pratique, je pense que ça peut mieux nous aider et aider nos gouvernements à vraiment bien gérer la question des victimes. Et chez nous, madame, la récidive va diminuer. Oui, parce qu'il y a eu une bonne prise en charge holistique des victimes. Exactement. Et juste pour dire au colonel que je suis parfaitement d'accord avec lui par rapport à la réinsertion des victimes, mais je vous assure qu'une victime mal prise en charge psychologiquement, psychiquement, médicalement,
l'insertion socio-économique n'est pas facile. Mais il faut les instruments pour. Il faut les instruments par rapport tout à l'heure, à ça. les ressources humaines. Donc, et les je ne ressources fais que financières. prioriser les prises en charge holistiques, dans la prise en charge holistique. C'est un reformatage qu'il va falloir faire Voilà. des esprits. Hein, Mais ce qui est bien, c'est que cette conférence, justement, appelle à poursuivre les efforts engagés, à renforcer les capacités nationales et à intégrer les survivants dans les stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme violent. C'est ce concept de réinsertion. Et je pense qu'il y a un engagement aussi de tous les États de s'aider. fédérer. Exactement, et de fédérer les efforts. Même dans les crises, on peut anticiper autre chose. Oui. Et c'est ça le but en ce qui concerne les victimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sawadogo Djelika Dambeli. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bien sûr. Merci, représentant du Conseil national des victimes du Mali. Merci beaucoup d'avoir été C'est à avec moi nous. de vous remercier. Et plein madame. courage à vous dans cette noble mission que vous menez auprès des victimes de terrorisme au Mali. Merci. Et- Je ne saurais terminer sans remercier vraiment mon gouvernement et pour sa présence au niveau de cette conférence. Parce qu'une chose est d'inviter une personne à une conférence et l'autre chose c'est de la présentation au niveau de la conférence. Donc c'est le lieu de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de cette conférence et pour la représentation des victimes au niveau de cette plage-là. Merci. Merci à Bouzaïdi Sanoussi Abdelaziz, directeur exécutif du Mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne au Niger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà. Et bien sûr, mes remerciements vont également à mon cher Hassan Saoud. Merci, toujours un plaisir, Assidu. Il est partagé, madame. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial de questions d'actu que nous avons consacré à cette première conférence sur les victimes africaines du terrorisme qui s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes et excellente soirée à tous.